Bonjour. En fait, aujourd'hui, c'est un autre jour. J'ai fait cette vidéo uniquement pour attirer l'attention des autorités camerounaises sur ce qui est en train de se produire actuellement. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou bien s'il y a, par exemple, un complot derrière ça ou bien, je ne comprends pas. Vous-même, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je vais dire tout à l'heure dans cette vidéo. Nous allons faire une analyse critique sur ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun. Le Cameroun n'est pas le seul pays où on vit cela. Le Congo démocratique, la République démocratique du Congo vit aussi la même chose. Et dans beaucoup de pays africains, on est en train de vivre presque le même phénomène. Et je pense que il est important que nous puissions regarder avec un regard froid et objectif ce qui est en train de se produire là. Il faut comprendre l'histoire. Et l'histoire, ce n'est pas ce que les gens on raconte avec les émotions. L'histoire doit être quelque chose de vrai, quelque chose d'objectif. Personnellement, en ce qui concerne les indépendantistes camerounais, ou encore ceux qui sont battus pour qu'on soit indépendant et pour que l'indépendance soit accentuée au niveau du Cameroun. Très souvent, on a cité, ils sont nombreux qu'on a cité, Robert Oumniobe, Afana, Wandje, Moumié, ils sont nombreux qu'on avait cité, qu'on cite constamment. Mais dans une émission, je crois ce qui est passé, Monsieur Elebi Lobe a dit quelque chose de terrible. Que Ernest Wandje était un bandit, ce n'était pas un révolutionnaire, ce n'était pas un indépendantiste. Nous allons analyser cela avec un regard froid et objectif. Déjà, dans un premier temps, dans quelle mesure est-ce qu'il peut avoir raison et dans quelle mesure il n'a pas raison. C'est comme ça que nous allons analyser. Donc, il ne s'agit pas de dire, parce que je fais partie de l'ethnie du regroupement Bamileke. Mon nom c'est Job Kamdem. Kamdem ne se trouve qu'à l'ouest du Cameroun. Je suis ressortissant de cette région, mais en faisant une analyse en tant que scientifique, je ne dois pas prendre parti. Je ne dois pas dire, comme je suis de cette région, il faut absolument que je tire la couverture de mon côté. Non. Je suis un enseignant. Je suis professeur. Et pour faire une analyse, je dois faire une analyse froide. Regarder le passé avec un regard critique. En critiquant moi-même ma tribu, mon ennemi. En critiquant, par exemple, la façon dont ces personnes ont développé leur révolution. Déjà, dans un premier temps, il faut comprendre qu'en fonction de l'endroit où on se situe, on peut voir ces révolutionnaires de bandits, on peut voir ces révolutionnaires de terroristes. Je m'explique. Si par exemple, vous faites partie du gouvernement, comme par exemple le général Semengue, si vous demandez au général Semengue qui étaient ces gens-là, il devait vous dire que ce sont des grands bandits, c'était du grand banditisme. Pourquoi? Parce que lui, il était du pouvoir. Et son rôle, à ce moment, c'était de combattre ces gens-là. Donc, pour lui, et pour tous ceux qui faisaient partie du gouvernement de l'époque, ils ne pouvaient voir ces gens-là que comme des bandits. Parce que vous savez, lorsqu'il y a la guerre, les gens doivent vivre, ils doivent survivre. Et parfois, il arrive qu'on ne peut pas contrôler. On ne contrôle pas tout le monde parce que toutes les personnes qui entrent dans la lutte ne sont pas des personnes qui sont intègres moralement, ne sont pas des personnes dont on peut facilement justifier la moralité. Donc ce sont des personnes qu'on ne peut pas justifier parfois la moralité. Elles peuvent être de toutes sortes de moralités. C'est la raison donc pour laquelle, ici, il faut donc comprendre qu'il pouvait exister. Ça pouvait être que parmi les révolutionnaires, il y avait des personnes, les exactions étaient causées constamment. Il fallait que ces personnes suivent les personnes qui ne voulaient pas leur donner parce qu'il fallait faire comme une contribution, soit volontaire, soit obligatoire pour la lutte. Bon, ça c'est un côté. Et là, par exemple, ceux qui, par exemple, les révolutionnaires ou ceux qui étaient dans l'idéologie de la révolution, d'une indépendance réelle et totale du Cameroun, considéraient qu'ils étaient des révolutionnaires, des indépendantistes. Et pour eux, l'idéal n'était pas de faire absolument, parce que j'ai suivi ce monsieur. Je vais arriver sur lui tout à l'heure. Et je vais montrer que ce qu'il est en train de dire, que en fait, c'est un tribaliste, c'est un
ce n'est pas quelqu'un qui fait des analyses objectives. Et je crois qu'il doit faire même 2 ou 3 vidéos uniquement sur lui. Parce que personnellement, je ne comprends pas sa façon d'analyser. Il dit qu'il est intellectuel, il prétend être un intellectuel, mais qui ne fait pas une analyse objective. Il prend une vidéo, Christophe Mbia, tout le monde sait pour qui Christophe Mbia travaille. Il y a une chaîne locale qu'on appelle par exemple Vision 4. Et je crois que c'est l'erreur que Christophe Mbia fait, c'est qu'il n'est pas en train de faire une analyse objective. Parce que quand on questionne les sources, on ne peut pas seulement voir les vieux du village. Le général Semengue lui-même, je parle bien du général Semengue, le général des forces armées du Cameroun. Il est vivant, je crois. Et lui-même, il a dit que ce sont eux qui regroupaient les villages. Ce sont eux qui regroupaient les populations dans les villages. Pour que tous ceux qui sont en dehors du village soient considérés comme étant des maquisards. Donc, ou des rebelles. Voilà, par exemple, ce que lui a dit. Or, lorsqu'ils font leur reportage, ils ne tiennent pas compte de ces sources qui sont officielles. De ces personnes-là qui ont dit de façon claire et précise ce qu'elles faisaient. Donc, elles s'appuient simplement sur les villageois. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la lutte de la terre, c'est une lutte qui ne va jamais finir. Et je ne sais pas pourquoi les gens s'attardent là-dessus. Donc, revenons quand même à notre sujet. Nous étions, dans un premier temps, on disait qu'on peut comprendre que Elimbilobe peut avoir quelque part raison par rapport aux exactions causées aux populations pendant cette période-là. Parce que il y avait des populations qui étaient considérées comme des traîtres, des populations qui ne voulaient pas donner les informations, des populations qui ne voulaient pas, par exemple, coopérer avec les rebelles. Parce que ces rebelles considéraient que peut-être ils travaillaient pour la nation, pour le pays. Et de l'autre côté aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le gouvernement lui-même devait parfois créer lui aussi sa part de rébellion, c'est-à-dire des personnes qui vont causer des exactions et qu'on va mettre ça sur la tête des populations. Ça se fait tout le temps. On va mettre sur la tête des rebelles. Ça se fait tout le temps. On sait que le gouvernement a les moyens et les possibilités de le faire. Et qu'est-ce qui lui prouve que ce n'était pas ce qui était fait? Que par exemple, la plupart de ces gens qui posaient ces exactions-là, ce n'était pas le gouvernement lui-même qui avait monté ces personnes-là pour pouvoir poser ces genres d'actes. Et je précise que c'est le déplacement interne, le déplacement des populations qui faisait que la fuite de la guerre, qui a fait que par exemple les populations de l'ouest du Cameroun se retrouvent dans le centre, c'est-à-dire Andiki, Miniki, ils sont voisins. Et que par exemple ces mêmes populations se retrouvent dans le littoral. C'est la guerre. C'était la guerre qui les a poussés à être là-bas. Ce n'est pas des populations qui sont décidées un matin de se lever pour aller occuper des terres qui ne les appartenaient pas. N'oubliez pas, j'ai bien parlé dans une de mes précédentes vidéos que cette guerre-là avait lieu dans 3 régions particulièrement. La région de l'ouest, la région du centre et la région du littoral. Donc dans ces 3 régions, on devait comprendre. Et là où la lutte était accentuée, c'était dans la région de l'ouest du Cameroun. Donc, dans un second temps, je dis dans un premier temps, on peut voir que Elibilobe, en ce qui concerne les actions posées, il y a quelque part un peu de vérité dans ce qu'il dit. Dans la mesure où chaque fois qu'il y a la guerre, même sans savoir ce qui se passe, il y a des exactions qui sont commises. Mais le problème, c'est que qui commettent donc ces exactions, en même temps, les rebelles commettent les exactions, en même temps, le régime, très souvent, crée des personnes, c'est-à-dire envoie des personnes qui sont comme les rebelles, poser des actes qui seront imputés aux rebelles. Ça s'est fait et c'est comme ça que les régimes font souvent. Donc, rien ne prouve à 100% que ce sont ces rebelles-là qui posaient ces actes-là. Donc, que tous les actes-là ont été posés par les rebelles. Il y a ceux qui sont des opportunistes qui devaient aussi profiter de ça. On dit, parfois, vous connaissez l'adage, profiter du torrent pour chier. Il faut profiter du torrent pour chier dans la rigole. Vous voyez un peu, parce qu'on sait que ces instruments seront emportés. À cette période-là, n'oubliez pas le poste qu'il occupait. Donc, s'il y avait des gens qui étaient chargés de lutter contre ces maquis, ou ces maquisards, ou ces rebelles, c'était lui. Et ce sont eux qui utilisaient les stratégies. Et les mêmes stratégies avaient été utilisées en RDC, c'est-à-dire au Congo démocratique, à l'ancien Zaïre, pour mater les rébellions qu'il y avait là-bas. La même stratégie, c'est-à-dire regrouper les populations, les faire se déplacer. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez jusqu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a du désordre, chaque fois qu'il y a de la guerre quelque part, on déplace ces populations pour les regrouper, afin de pouvoir identifier facilement les ennemis. Voilà.
On m'a dit, ce sont eux qui regroupaient les populations, ce sont eux qui regroupaient, par exemple, les gens, et ce sont eux qui permettaient le déplacement des populations. On les regroupait souvent dans certains villages et on faisait que d'autres villages étaient vides. Et rien n'empêchait aux personnes de récupérer leur village bien après, de rentrer là où ils étaient. Personne ne les a empêchés de rentrer là où ils étaient, de récupérer leur terre. Entre eux, c'est toujours les gens du même village parfois qui viennent revendre cette terre-là aux étrangers. Ce ne sont pas les étrangers qui viennent, par exemple, dans un village comme ça, occupé de façon comme... Il n'y a aucune terre qui peut être prise comme ça. Donc, je voudrais que les autorités prennent ce problème-là à bras le corps. Soit c'est que ce sont elles qui entretiennent cela pour créer un génocide, soit c'est une façon d'intimider et de faire peur parce que à cause des élections qui sont en train d'arriver, je ne sais pas. Personne n'a donné la responsabilité de diriger. Diriger ne signifie pas sacrifier les gens. Ça ne signifie pas verser le sang des gens, des innocents, des personnes qui ne nous ont rien fait. Diriger, c'est s'occuper de son peuple. C'est de faire en sorte que son peuple ait l'eau, ait à manger, ait un toit sur lequel vivre, se soigne quand il a besoin, se déplace quand il veut, comme il veut, et travaille. Et s'épanouit. Voilà ce qu'on attend de vous. Voilà ce que le peuple attend de vous. Vous qui dirigez notre pays, vous qui dirigez les pays africains. Le peuple n'attend pas que vous puissiez créer des guerres partout, que vous puissiez créer des génocides. On n'est pas d'accord avec ces génocides-là. Au bas peuple, entre les personnes qui n'ont pas les moyens, tout le monde ne s'en sort pas. Et vous faites en sorte que celui-là qui ne s'en sort pas pense que c'est son voisin. Ou peut-être celui-là qui souffre aussi comme lui, qui est à l'origine de son malheur. Alors que les deux souffrent, vous êtes bien. Vous n'avez que votre bouche pour créer des conflits entre les gens. Vous avez vos bureaux, vous avez vos voitures. Mais ceux qui sont pauvres sont là. Ceux-là souffrent. Ceux-là ont les mêmes problèmes. Ils n'arrivent pas à se soigner. Ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à se déplacer. Mais vous venez encore au milieu d'ajouter sur leur tête d'autres problèmes. Vous estimez que le problème des uns vient des autres. Il y a une justice au Cameroun. Et le karma existe. Personnellement, Dieu nous a créés. On n'a pas choisi là où naître. On n'a pas choisi là où naître. On n'a pas choisi le pays. On n'a pas choisi le continent. On n'a pas choisi sa couleur, sa race. On n'a pas choisi sa tribu. On n'a pas choisi son ethnie. On n'a rien choisi. On n'a même pas choisi ses parents. On subit. Mais est-ce que parce que je suis né dans une région, on doit chercher à m'exterminer ou bien à me tuer parce que je suis sorti d'une région? Ou est-ce qu'on doit chercher à chaque fois me créer des difficultés, me mettre en difficulté, mettre dans les problèmes, faire en sorte que je ne peux pas causer sereinement avec mon voisin? Que mon voisin pense toujours que c'est moi qui suis à l'origine de ses problèmes. Alors que ceux-mêmes qui sont les véritables responsables sont ceux-là qui vivent bien, ceux-là qui ont l'argent du pays, ceux-là qui ont les voitures, qui vivent aux dépens du pays. Nous, on profite des routes. On profite, par exemple, des centres de santé, des écoles, des hôpitaux. Voilà ce que nous, on profite. Mais eux, ils profitent tous les jours des biens du pays. Mais, chaque fois qu'il y a moins de problèmes, ils veulent reverser la responsabilité sur la population pour que la population s'entretue. Je vais continuer dans cette vidéo à attirer aussi l'attention du prélat, des prélats. Il y a les prélats, par exemple, du Grand Nord, des évêques, qui ont dit des choses qui étaient horribles. Je sais que, par exemple, c'est à cause de l'expropriation qui a eu lieu dans le Nord. Dans le Nord, oui. Pour l'augmentation du parc, les populations étaient mécontentes. Et c'est peut-être pour ça que les pasteurs, c'est-à-dire les évêques, des grandes églises, 3 évêques des grandes églises de l'extrême nord de l'Adamawa, ont fait des sorties pendant leur homélie en disant que ce sont ceux qui sont dans le Grand Sud qui profitent des biens de l'État. Ce sont ceux qui sont dans le Grand Sud qui envoient les enfants fréquenter au Canada, qui envoient les enfants fréquenter dans d'autres pays, aux États-Unis, en Angleterre, tout ça. Mais, personnellement, je ne sais pas pourquoi ces hommes d'église entrent dans la division. Pourquoi ils veulent diviser la population. Ces gens de l'église savent que les seules personnes qui profitent
Ce sont les gens qui travaillent au gouvernement, ce sont les gens qui travaillent avec les moyens de l'État. Le bas peuple souffre. Les familles se battent, sacrifient leurs biens, vendent leurs maisons, vendent leurs terrains, s'endettent pour envoyer les enfants à l'étranger. Parce qu'on se dit, il faut au moins que celui-là parte et que sa vie change. Parce qu'il n'y a pas possibilité de s'en sortir au pays. S'il y avait possibilité de s'en sortir au pays, beaucoup de personnes qui sont allées à l'étranger ne devraient pas aller. Nous devons attirer l'attention de ceux-là qu'il ne faut pas imputer la faute aux autres. Ils doivent voir aussi comment ils peuvent faire pour que les enfants voyagent. Ils peuvent se sacrifier pour que les enfants voyagent. Ce n'est pas le gouvernement camerounais qui donne de l'argent aux gens pour voyager. Ce sont les familles qui se battent, elles s'endettent, elles vendent leur terrain, elles vendent leur maison pour faire voyager un enfant, pour qu'il aille travailler au moins, parce qu'au niveau du pays, c'est difficile. Les emplois ne sont pas disponibles pour tout le monde. Les emplois ne sont pas disponibles pour tout le monde. Même si l'État voulait, même s'il faisait n'importe quel effort, ça ne sera pas facile de trouver l'emploi pour tout le monde. Et c'est donc la raison pour laquelle ces familles-là se sacrifient. Et il faut aussi voir dans quelle mesure vous sacrifiez, cotisez pour envoyer un enfant, 2 enfants à l'étranger pour qu'ils essayent aussi de résoudre les problèmes dans la famille. Pour que les problèmes de la famille soient plus souples. Je reviens au sujet sur lequel on a commencé au départ. C'est le sujet des rebelles et des maquis. Donc, pour finir cette vidéo, je voudrais attirer l'attention sur le fait que, pour moi, il faut voir les personnes qui sortent les vidéos parce que on sait, il y a des chaînes ici, Info TV, il y a des chaînes ici, Vision 4, ce sont les chaînes par exemple, et même aussi Equinox TV. Ces 3 chaînes, ou bien même la CATV aussi, Canal 2, toutes ces chaînes-là sont des chaînes qui sont orientées, chaînes qui sont capables de créer des conflits entre les populations. Je parle des chaînes de télévision. Il y a aussi des blogueurs, des créateurs de contenu sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, qui disent des choses qui sont horribles, qui disent des choses qui divisent. Il faut savoir que ce que vous dites aujourd'hui va servir de preuve pour vous condamner demain. Vous devez savoir cela. Et pour moi, si ça ne dépendait que de moi, vous devez faire les efforts pour essayer d'apporter un plus pour la construction de l'édifice national. Nous avons un continent à construire, nous avons une nation camerounaise. Je ne dis pas un pays. On a une nation à créer. Et chaque fois que vous venez introduire la notion de tribalisme ou d'ethnicité dans notre pays, vous venez créer une division. Vous venez faire en sorte que la nation ne puisse pas exister. Vous venez combattre l'existence, la naissance d'une vraie nation camerounaise et d'une vraie nation africaine. Nous sommes africains, nous sommes tous camerounais. Nous ne cherchons pas les problèmes avec vous, parce que vous avez tous les moyens de l'État pour nous mater, pour nous empêcher même de parler. Tout ce que vous faites, vous savez qu'il y a des choses que vous faites et qui ne sont pas bonnes. Personnellement, ce que je peux dire ici, c'est que Camerounais, Camerounaises, Africains, sachant que nous sommes venus sur la terre pas pour accompagner les autres. Chacun est venu se réaliser sur la terre. Et nous devons savoir que nous avons un devoir de respect avec autrui. Nous avons un devoir de respect de la vie d'autrui. Nous avons un devoir de respect de la personne d'autrui. Nous avons un devoir de respect des biens d'autrui. Ça, c'est un devoir que nous avons. En tant qu'humains, nous devons respecter les autres, nous devons respecter leurs biens, nous devons respecter notre environnement, nous devons respecter notre pays. Nous devons respecter tous les humains. Donc, je pouvais comprendre que pour un but éducatif, c'est-à-dire pour donner une leçon aux jeunes ou aux personnes qui sont là aujourd'hui, on pouvait dire que, par exemple, et pour décourager toute personne ou tout jeune qui voudrait entrer dans une rébellion ou dans un groupe de rébellion contre son pays, que le fait de le faire n'est pas quelque chose de positif. Je pouvais comprendre qu'en ce sens-là, on peut penser, on peut oser dire que Ernest Ouangé était un rebelle, c'était un bandit. Dans la mesure où le gouvernement en place n'acceptait pas qu'il y ait des rébellions, qu'il y ait des groupes qui puissent s'opposer à l'établissement, c'est-à-dire au pouvoir en place. Donc je pouvais comprendre ça.
Je peux comprendre que dans un but purement éducatif, Elie Bilobe ait parlé de ça pour décourager les jeunes qui voudraient aujourd'hui entrer dans les groupes de rébellion ou qui pourraient se lever pour prendre les armes contre leur pays. Je pouvais comprendre que c'est la raison pour laquelle il a voulu se placer du côté du gouvernement de l'époque pour dire que Ernest Ouandjé était un bandit. Là, en ce thème-là, je pouvais comprendre. Parce que, et il doit savoir une chose, lorsqu'il dit par exemple que c'est un bandit, cela revient à s'opposer aux décisions du chef de l'État du Cameroun, le président Paul Biya, qui en 1991 a réhabilité toutes ces personnes-là et les a reconnus comme des héros nationaux. Et des héros nationaux, oui. Donc, si par exemple le chef de l'État a reconnu des bandits comme héros nationaux, c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose de très grave. Il faut donc que M. Elie Bilobe nous dise pourquoi est-ce que le chef de l'État, Paul Biya, prend des bandits pour les reconnaître, pour les faire devenir des héros. C'est comme si c'était, et cela devient plutôt un très mauvais exemple pour la jeunesse. C'est-à-dire de prendre des bandits, des brigands, et de les faire devenir des grands héros. Qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement, Elie Bilobe? Si on creuse un peu en profondeur, on aura l'impression qu'il a voulu dire que bon, c'est mieux que je ne dise pas. Ce qui est en train de vouloir venir là, vous-même vous voyez. C'est très grave. Donc, en fait, personnellement, je me dis, l'idéal, c'est d'éviter autant que possible que les jeunes, que les personnes entrent dans la rébellion contre leur pays. C'est la raison pour laquelle il faut un dialogue inclusif, un dialogue dans lequel tout le monde participe. Il faut une entente entre toutes les populations. Il faut créer un dialogue à l'intérieur du pays, faire que les gens puissent être capables de dialoguer, avoir une oreille attentive pour écouter les problèmes des gens. Ne serait-ce qu'écouter, ce serait déjà un très grand pas pour limiter autant que possible les rébellions et les velléités contre le pays. Donc voilà par exemple un peu ce que je pensais. Je crois que dans notre vidéo, on peut aussi essayer de creuser encore un peu plus profond pour mieux comprendre ce que Elie Bilobe a voulu dire. A-t-il voulu lier le président Paul Biya au vol, au banditisme, ou bien a-t-il simplement voulu dire que Elie Bilobe, il a simplement voulu prendre la position du gouvernement de l'époque, du gouvernement de M. Amadou Ahidjo? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement.